Dans la scène d'ouverture, une mystérieuse fille aux cheveux blancs traque un mafieux dans les ruelles sombres de la ville japonaise. Elle le poursuit en s'amusant jusqu'à ce qu'il soit acculé. Sans dire un mot à l'homme terrifié, elle sort son arme spécialisée, la charge avec une substance blanche émergeant de son poignet et tire une balle dans sa poitrine. L'homme meurt instantanément et la fille énigmatique disparaît silencieusement. Ailleurs dans la ville, Seigi Akatsuka, un collégien, repousse 2 fauteurs de troubles pour protéger un homme inhabituel d'un vol. Après la fuite des agresseurs, l'homme blessé lève la tête pour remercier Seigi. Reconnaissant pour le sauvetage, il fouille dans son sac et en sort un matériau transparent contenant un tatouage intégré. Il le place sur les mains de Seiji et attend qu'il fasse effet. Bien que Seigi demande la signification du tatouage, le matériau se dissout dans sa paume avant qu'il ne reçoive une réponse. Une fois le tatouage complètement transféré, l'homme part sans plus d'explication. Le lendemain matin, Seiji se précipite pour retrouver son ami Tuko qui l'attend à l'école. Dans sa hâte, il ne fait pas attention où il va. Soudain, la mystérieuse fille de la nuit précédente apparaît de nulle part et le frappe. Après l'avoir renversé, elle s'approche et touche sa paume. En ressentant une sensation de picotement inhabituelle dans sa propre paume, elle s'en va sans dire un mot. Pendant le premier cours, Seigi examine à plusieurs reprises le tatouage sur sa paume, ignorant les réprimandes de ses professeurs. Après la fin des cours, ses amis remarquent le tatouage et l'interrogent à ce sujet. Quand Seigi raconte comment il l'a obtenu, il le taquine avant qu'un ami ne mentionne une rumeur troublante en ligne. Selon les ragots, quelqu'un a volé une arme de combat classifiée développée par l'armée américaine. Le voleur, correspondant à la description de l'homme que Seigi a rencontré, distribue gratuitement des tatouages à des innocents, les impliquant ainsi avec l'armée américaine. Alors que Seiji commence à réfléchir à ses implications, Tuko apparaît soudainement et insiste pour qu'il l'accompagne faire du shopping. Malgré ses tentatives de refus, Tuko ne veut entendre aucune excuse. Plus tard, pendant que Tuko achète des ingrédients pour préparer un plat de curry rare, Seiji sort pour appeler son grand-père. Là, il rencontre à nouveau la mystérieuse fille. Elle lui arrache son téléphone et s'enfuit, poussant Seigi à la poursuivre dans les quartiers malfamés de la ville. La fille étrange, courant à toute vitesse, le conduit à un bâtiment abandonné. Lorsque Seigi la confronte et exige le retour de son téléphone pour rentrer chez lui avant la nuit, elle montre plus d'intérêt pour son tatouage à la main que pour ses préoccupations concernant le temps. Descendant de son perchoir, elle l'interroge sur le tatouage tout en l'engageant dans un combat. Seigi maintient d'abord une posture défensive avant de passer à une approche agressive contre elle. Néanmoins, la fille étrange le bat de manière écrasante, finissant par le plaquer au sol et manquant de peu de lui enfoncer une arme dans la tête. Heureusement, elle s'arrête juste à temps et se lève pour parler normalement avec Seigi. Il se lève et lui crie dessus, la traitant de mentalement instable. La fille étrange, cependant, exprime son admiration pour sa démonstration de force. Elle révèle son propre tatouage sur la paume et explique la signification de ces tatouages pour leur porteur. Le tatouage fonctionne en exploitant le pouvoir du déclencheur spécial de l'utilisateur. N'importe quel objet peut servir à cet effet. Elle révèle que son déclencheur est la craie. À mesure que la charge diminue, le tatouage accorde à son porteur des capacités surnaturelles pour manipuler les choses à volonté. Après cette explication, Seiji se lève, se plaignant de sa terminologie compliquée. Malgré son apparence d'adolescente, elle parle comme quelqu'un de beaucoup plus âgé. La fille étrange soupire et révèle sa capacité cachée qui l'empêche de vieillir. Elle démontre ensuite son pouvoir surnaturel en utilisant ses déclencheurs, montrant à Seigi sa capacité à créer des explosions aériennes. Après cette rencontre, Seiji retourne s'entraîner au dojo de son grand-père. Son grand-père le bat à l'entraînement et lui dit de devenir plus fort s'il souhaite vraiment suivre le chemin de son père. Seigi prend un moment pour réfléchir avant d'accepter ce défi. Le lendemain à l'école, Seiji passe son premier cours ennuyeux avec une blessure visible au front. À son insu, la fille étrange et son gestionnaire Tom le surveillent depuis un café voisin. Une fois qu'elle confirme qu'il va bien, la fille étrange, que Tom appelle Izzy, range ses jumelles et écoute Tom divaguer sur le fait de livrer Seiji à l'armée. Izzy demande simplement à Tom de laisser Seigi à elle pendant qu'elle boit son café chaud. Ce soir-là, Izzy suit Seigi chez lui, prétendant être invisible. Elle continue cette surveillance pendant 3 jours jusqu'à ce que Tuko atteigne sa limite. En rentrant chez elle avec Seigi un soir, elle provoque une scène dans la rue jusqu'à ce que Seigi la calme, la convainquant de rentrer chez elle pendant qu'il gère la situation avec la harceleuse. Après le départ de Tuko, il fait face à Izzy et lui demande de simplement l'aborder et lui parler la prochaine fois. Izzy semble momentanément déçu, mais se reprend et converse normalement avec Seiji. Il demande à Izzy comment elle utilise son tatouage, espérant activer ses propres pouvoirs avec de la craie. Cependant, Izzy dégonfle ses espoirs, expliquant que son déclencheur sera différent du sien, s'excusant de ne pas pouvoir l'aider. Quelques instants plus tard, un homme massif traîne Tom à leur emplacement. La silhouette musclée attaque immédiatement Seigi.
utilisant ses pouvoirs de tatouage. Izzy et Tom observent depuis la ligne de touche, reconnaissant le grand Tom, Wilson, comme un simple membre de la mafia de Los Angeles qui compte sur la force brute contre ses adversaires. Il a voyagé au Japon pour acheter des tatouages auprès des yakuza japonais et les attaque depuis. Le combat entre Seiji et le scellé Wilson s'intensifie et Seiji réalise qu'il doit d'une manière ou d'une autre activer les pouvoirs de son tatouage pour gagner. Il tente de frapper le menton de l'homme, mais se trompe dans son calcul, se laissant vulnérable. Wilson attrape le coup de Seiji et le projette au sol, lui brisant plusieurs côtes, avant de lever son poing pour porter un coup fatal. Au moment crucial, Seiji déclenche accidentellement le pouvoir de son tatouage, créant un vide qui vainc instantanément le grand homme. En voyant cela, Izzy semble stupéfaite, n'ayant jamais pensé trouver quelqu'un au Japon utilisant le... Quelques minutes après avoir activé le pouvoir de son tatouage, Seiji perd connaissance et rêve d'un motif de tatouage étrange. Il se réveille soudainement dans sa chambre pour trouver Tom et Izzy fouillant dans ses affaires, à la recherche de magazines compromettants. Seiji proteste, exigeant de savoir pourquoi ils envahissent son espace privé. Tom et Izzy lui disent de se calmer et de ranger avant leur discussion. Une fois qu'il a terminé, ils s'identifient comme membres des forces armées des États-Unis. Ils expliquent qu'ils enquêtent sur des armes de combat scellées volées de leur centre de recherche américain par un chercheur. Étant donné la connexion permanente de Seiji au tatouage. Ils veulent qu'ils se joignent à leur recherche du chercheur. Seiji répète leurs mots et refuse fermement leur offre. Tom explique sa nouvelle réalité, affirmant qu'il n'a pas d'autre choix que de les rejoindre. Sinon, il n'apprendra jamais à contrôler son pouvoir initialement instable. À ce moment-là, Seiji, désespéré de maintenir sa vie normale de lycéen, atteint son point de rupture. Il attrape Izzy par le cou, menaçant de les exposer s'il ne le laisse pas tranquille. Izzy réagit en le plaquant au sol, expliquant la gravité de sa situation. Elle lui donne un ultimatum pour reconsidérer sa réponse et fournir une réponse raisonnable. S'ils rejettent à nouveau leur offre, il sera qualifié d'ennemi de l'État. Ils partent, laissant Seiji seul dans sa chambre pour réfléchir attentivement à sa décision. Le jour suivant, Izzy est transférée dans l'école de Seiji en tant que nouvelle camarade de classe. Elle se présente comme Bluesy Fruzy, disant à tout le monde qu'ils peuvent l'appeler Izzy. Seiji la regarde, incrédule, la bouche ouverte. Les élèves sont immédiatement attirés par la silhouette grande et élancée d'Izzy. Après le cours, les étudiants masculins l'entourent, la bombardant de questions personnelles. Izzy, cependant, désigne Seiji, déclarant que son intérêt se porte uniquement sur lui. Cette révélation suscite une telle jalousie parmi les garçons qu'ils attrapent Seiji et le jettent dans la piscine en contrebas. Tuko s'approche d'Izzy, la confrontant au sujet de son traitement sévère envers son prince charmant Seiji. Izzy répond en jetant un coup d'œil à la large poitrine de Tuko avant de la caresser. Quand Seiji revient en classe, il réprimande Izzy pour avoir joué avec son ami de cette manière. Pendant la récréation, Seiji emmène Izzy sur le toit et l'interroge sur son transfert dans sa classe. Izzy explique que c'est pour rester proche et le protéger plus efficacement. Après que Seiji ait fait plusieurs commentaires sur l'apparence d'Izzy, son responsable, Tom, apparaît pour partager ses pensées. Il demande à nouveau si Seiji rejoindra leur rang pour aider à capturer le voleur de tatouage. Seiji demande une autre explication de leur mission de tatouage, ce qui pousse Izzy à fournir un briefing détaillé sur leurs efforts pour prévenir une guerre entre l'Amérique, leur pays d'origine, et la Serbie, qui aurait acquis des connaissances. Après avoir évalué leur motivation, Seiji accepte de rejoindre leur mission pour prévenir la guerre entre les deux pays, à condition que leurs intentions restent honorables. Cette condition satisfait Izzy et son responsable, et ils se préparent à partir. Ils accueillent Seiji dans l'équipe Blue Moon, l'avertissant d'être prudent avec le sang, car il sert de déclencheur pour son tatouage. Seiji les regarde avec une expression confuse alors qu'ils redescendent pour reprendre les cours. En rentrant chez lui, Tom félicite Izzy d'avoir caché la vérité à Seiji et de l'avoir recruté sans complication. Izzy décrit Seiji comme naïf, suggérant qu'il est parfois préférable de cacher la vérité. Elle conclut leur discussion sur Seiji en avertissant Tom de ne pas le ramener en Amérique, craignant qu'il ne devienne un sujet de test en laboratoire en raison de sa compatibilité avec le tatouage Voidmaker. Tom exprime sa surprise et taquine Izzy sur ses préoccupations humanitaires pour un garçon qu'elle connaît à peine. Quand Izzy reste silencieuse, Tom s'excuse pour ses remarques insensibles. Alors que la pluie commence à tomber, il s'excuse pour s'occuper de ses devoirs. Ailleurs, un groupe appelé Brahmin escorte leur chef, la princesse du royaume serbe, pour revendiquer le trône après leur coup d'état réussi. Après que la princesse Aryabhada prend sa place sur le trône, elle ordonne au capitaine de son escouade secrète, les forces Brahmin, de lancer la prochaine phase de leur plan. Le capitaine enlève son chapeau, jurant d'éliminer ses ennemis. Arya parle de manière désobligeante de son père, le traitant de fou pour avoir cru que la paix pouvait exister entre la Serbie et l'Amérique. Le lendemain, Seiji suit une carte grossièrement dessinée jusqu'à la planque de l'équipe bleue. En atteignant l'endroit indiqué, il s'approche nerveusement de la porte, effrayé par un corbeau avant de sonner à la porte. Tom le prend d'abord pour un livreur de journaux, mais après que Seiji se soit correctement identifié, Tom l'invite à en entrer. Inconnue de Seiji, Tuko l'avait suivi pour découvrir ce qu'il faisait secrètement. Alors qu'elle se déplace de poteau électrique en poteau électrique, Tuko rencontre une silhouette inquiétante
qui la fixe d'un regard menaçant. La personne mystérieuse attaque Tuko et prend possession de son corps. Pendant ce temps, Seiji erre dans la maison quand Izzy appelle pour s'excuser de son absence. Elle le laisse aux soins de Tom, suggérant qu'il pose toutes les questions liées à l'équipe Atom. Lorsque Seiji essaie de poursuivre la conversation, elle raccroche et retourne à ses affaires. Peu après, le téléphone de la maison sonne et Tom envoie Seiji au sous-sol pour récupérer des matériaux en carton. Pendant l'absence de Seiji, Tom répond au téléphone et reçoit des nouvelles inquiétantes sur le coup d'état de la part de son informateur. Après avoir raccroché, il devient incertain quant à sa prochaine action lorsque des sonneries répétées à la porte interrompent ses pensées. En ouvrant la porte, il rencontre Tuko maintenant possédée par la mystérieuse fille qui inflige des blessures mortelles à l'abdomen de Tom. Simultanément à l'école, Izzy fait face à une attaque d'un autre membre des forces Brahmin nommé Laka, qui se présente comme un célibataire de 22 ans cherchant une petite amie. Après avoir expliqué ses motivations, il lance une attaque féroce contre Izzy. Il finit par déchirer ses vêtements, ne laissant que sa jupe à admirer. Izzy, cependant, garde son calme et se prépare à affronter l'homme étrange. De retour à la planque, Tuko confronte Seigi, déclarant son intention de rendre le tatouage sans gâchette, le tatouage Voidmaker de Seigi, à la princesse Arya. Pendant l'affrontement intense entre la fille étrange et Seigi, la conscience de Tuko est transportée dans les souvenirs de la fille. Dans le premier souvenir, Tuko se retrouve assise dans une rue, observant la princesse Arya s'approcher d'une gamine des rues qui ressemble à la fille étrange qu'elle a rencontrée. Cette fille errante, qui avait auparavant attaqué la princesse pour lui avoir demandé de lécher sa botte, fait face à une réponse inattendue. Au lieu d'une punition pour avoir tenté de nuire à la princesse destinée, Arya décide de l'adopter dans ses forces d'élite. Elle prend la jeune fille, nommée Iltutmish, Il pour faire court, et scelle son inclusion dans l'escouade spéciale avec un baiser. Tom reprend conscience quelques instants après l'arrivée de Tuko et supplie Seigi de battre en retraite. Lorsque Seigi tient bon, Tom l'informe d'un sac de transfusion sanguine dans une boîte à proximité, lui demandant de l'utiliser comme déclencheur de son tatouage. Alors que Seigi se précipite vers le sac, Tuko le pousse hors de sa portée. Pendant ce temps, le combat entre Izzy et Laka se poursuit dans tout le bâtiment de l'école, laissant la destruction dans leur sillage alors qu'ils échangent des blessures. Izzy échappe de justesse à la mort en comprimant de l'air dans une pierre et en la faisant exploser avec une force énorme. Laka, dégoûté par cette tactique d'évasion, jure de la vaincre lors de leur prochaine rencontre. Dans la planque, Seigi se défend contre l'assaut puissant d'Il alors qu'elle lui assène des coups de pied féroces. Vers la fin du combat, elle porte un coup dévastateur à son épaule gauche, lui lance des insultes et positionne son arme pour un coup fatal. Tom, toujours immobilisé au sol, tend désespérément la main vers Seiji, mais son corps ne répond pas. Dans ce moment critique, la conscience de Tuko commence à lutter pour reprendre le contrôle de son corps en réalisant les intentions d'Il envers son prince charmant. Cette brève lutte crée une ouverture qui permet à Tom de retrouver un peu de force. Il ordonne rapidement à Seigi de maintenir le corps de Tuko pendant qu'il se prépare à utiliser ses pouvoirs de tatouage pour expulser Il de son corps. Seigi agit rapidement, faisant trébucher Tuko pour permettre l'intervention de Tom. Tom se lève et place sa main sur la tête de Tuko pour forcer Il à sortir. Le plan réussit et Tuko reprend le contrôle de son corps. Seigi examine Tuko pour des blessures, puis, consumé par la rage, il se place entre Tom et l'attaque prévue d'Il. Il place délibérément sa main tatouée sur le chemin de l'attaque, s'assurant qu'elle saigne pour activer ses pouvoirs. Lorsque sa matière noire se manifeste, Seigi la libère pour détruire la moitié de la planque dans une tentative d'éliminer Il. Cependant, Il survit et se retire suivant les ordres de la princesse. Izzy arrive à la maison quelques instants plus tard pour découvrir que son refuge est complètement détruit. Elle rencontre Tom et ils se disputent sur des sujets futiles. Pendant ce temps, Tuko se penche pour vérifier son prince, Seiji, et le gronde pour ses tentatives excessives de la protéger. Seigi reste silencieux et s'excuse pour son comportement incontrôlé précédent. La scène se déplace vers le sous-sol de leur ancien refuge où Izzy entraîne Seiji. Il est révélé qu'Izzy et Tom avaient auparavant construit un centre d'entraînement complet dans le sous-sol. Lors de leur premier match d'entraînement, Izzy bat Seigi. En même temps, Tom applique un pansement sur la tête de Tuko qui contenait déjà un des tatouages scellés de combat. En faisant cela, il enlève ses propres tatouages et les stocke pour une utilisation future. Quand Seiji interroge Tom sur la façon et la raison pour lesquelles il peut enlever son tatouage, Tom explique que le sien est une version synthétique de leur tatouage corporel. Tom décrit les tatouages de Seiji et Izzy comme des artefacts anciens dont les techniques de création ont été perdues avec le temps. Finalement, Izzy décide de montrer à Seigi une photographie du précédent sujet de test qui avait son tatouage, voulant démontrer à quel point son tatouage est vraiment exceptionnel et dangereux. Seiji comprend et promet de ne pas utiliser le tatouage sans supervision. Izzy continue à partager des informations cruciales sur son tatouage et comment devenir plus fort. Tom lui fournit un petit appareil capable de détecter les utilisateurs de tatouages à proximité. Seiji exprime sa gratitude pour leur aide avant de retourner à sa vie normale. Une fois que Seigi part,
Tom et Izzy discutent de leurs principales préoccupations, comment d'autres ont appris l'existence de Seiji et de son nouveau pouvoir. Le contrôle du système de Tom ne révèle aucun signe de fuite d'informations. Il suggère de relocaliser Seiji en Amérique pour une meilleure protection, mais Izzy rejette cette idée et quitte le sous-sol après avoir demandé du temps à Tom. Pendant ce temps, Seigi et Tuko courent vers leur résidence. Tuko exprime sa joie de partager un secret avec Seigi. Elle commence à dire quelque chose de plus, presque à avouer ses sentiments romantiques pour lui. Juste au moment où Seigi commence à comprendre ses mots, elle saute sur son vélo et roule devant, s'arrêtant à l'avant où elle découvre un chat protégeant ses chatons. Seigi utilise cette scène comme motivation pour devenir plus fort et continue de courir aux côtés de Tuko. Peu après, Il et Laka apparaissent pour vérifier les chatons. La mère chat apporte un de ses chatons blessés, le dépose au pied d'Il, puis s'enfuit. Quelques heures plus tard, Izzy rencontre sa superviseure, Lisa, pour une virée shopping et endure une heure de taquinerie de Lisa. Après avoir rassemblé des fournitures pour leur prochaine mission, Lisa emmène Izzy dans un endroit sécurisé pour l'interroger sur l'attaque récente. Izzy, déterminé à protéger l'identité et le pouvoir de Seiji de ses supérieurs, ment à Lisa, lui disant de ne pas s'inquiéter outre mesure. Lisa fait semblant de ne pas remarquer la tromperie pour éviter d'éveiller les soupçons d'Izzy. Au lieu de cela, elle commande plus de gâteaux et de Jolly Ranchers pour profiter de son temps libre avec sa subordonnée préférée. Pendant ce temps, il ramène le chaton blessé à la maison et lui donne un bain avant d'aller dormir. Le chaton essaie d'échapper à sa prise ferme, mais il parvient à le calmer avant de se diriger vers le salon pour le dîner. Laka, qui vient de finir de préparer le dîner, devient irrité par le chaton et fait quelques remarques désobligeantes. Il le punit pour ses commentaires, mais ensuite Laka révèle sa nouvelle arme et leur prochaine cible, Lisa, la superviseure d'Izzy. À ce moment-là, Seigi tente d'empêcher un mafieux de voler un tatouage. Il se déplace élégamment à travers les murs des immeubles, autour de l'asphalte, et rattrape le voleur affolé. Quand le voleur réalise qu'il a été attrapé, il essaie de frapper Seiji avec un bâton, mais Seiji esquive gracieusement tout en maintenant ses pouvoirs de tatouage. Izzy, observant du combat depuis le sommet d'un bâtiment, guide Seiji et l'instruit sur l'adaptation au pouvoir de son tatouage dans des situations réelles plus dangereuses. Suivant ses conseils, Seiji vainc le voleur en utilisant son attaque signature de tatouage. Ensuite, Izzy loue sa persévérance et l'encourage à s'entraîner plus dur pour vaincre des adversaires plus forts. Des heures plus tard, il rend le chaton blessé à sa mère dans la ruelle avant de sauter dans un hélicoptère en vol stationnaire pour atteindre sa prochaine destination. Pendant ce temps, Lisa et ses subordonnés profitent de leur temps libre dans leur planque secrète. En 2 minutes, l'hélicoptère d'Il arrive à leur planque et déploie le redoutable chat de Schrödinger, Il, sur leur bâtiment. En utilisant ses capacités de tatouage, il traverse le toit pour s'infiltrer sans être détecté et éliminer autant de subordonnés de Lisa que possible avant qu'ils ne s'en aperçoivent. Son plan réussit parfaitement alors qu'elle neutralise tous les subordonnés de Lisa en un seul mouvement rapide. Après les avoir tous éliminés, elle confronte Lisa qui active ses pouvoirs de tatouage contre Il. Ailleurs, Tuko termine son record de saut en longueur de 3,5 mètres pour l'équipe d'éducation physique de son école. Tandis que tout le monde félicite son exploit, Izzy examine le tatouage sur la tête de Tuko. Juste à ce moment-là, Izzy reçoit un appel d'urgence de Tom concernant le sauvetage de l'équipe de Lisa. Elle obtient la permission de son professeur d'EPS de partir plus tôt et active ses pouvoirs de tatouage. Seigi, toujours en classe, remarque le petit appareil donné plus tôt détectant les pouvoirs de tatouage d'Izzy. Il s'excuse de la classe et se dirige vers le toit où il aperçoit Izzy sautant de bâtiment en bâtiment vers la planque de Lisa. Pendant ce temps, Lisa et Il échangent des mots avant leur confrontation. Lisa interroge Il sur la découverte de l'emplacement de leur refuge, mais Il se concentre uniquement sur la capacité de tatouage de Lisa. Lisa félicite Il pour sa rapidité et sa puissance à vaincre autant d'hommes rapidement. Elle promet ensuite d'empêcher la fuite d'Il. Il, contrainte de se battre, active ses pouvoirs et utilise sa nouvelle arme pour blesser gravement les bras de Lisa. En sautant entre les bâtiments, Izzy rencontre le dispositif d'interférence de Laka et perd temporairement le contrôle de son corps. Elle tombe sur le bâtiment de Laka où il lui fait brièvement la leçon avant de partir. Seiji arrive quelques instants plus tard, exigeant de savoir pourquoi elle a soudainement quitté l'école si précipitamment. Alors que Seiji et Izzy discutent et se retrouvent, Lisa découvre enfin la capacité spéciale d'Il. Elle tire plusieurs coups sur Il pour l'attirer plus près. Puis Lisa fait exploser une bombe, provoquant une explosion que Seiji et Izzy entendent à proximité. Izzy, terrifié par le sort de Lisa, supplie Seiji de vérifier la planque et de confirmer son état. Seiji se précipite vers le bâtiment et trouve du sang partout. Il devient sérieux et se dirige vers le toit où il découvre Il près du corps crucifié de Lisa. Pendant ce temps, Izzy découvre un explosif sous le toit de son immeuble et tente d'échapper aux rayons de l'explosion. Malheureusement, son corps, encore en train de se remettre des pouvoirs gravitationnels de Laka, ne parvient pas à s'échapper avant que la bombe n'explose. Avant d'affronter Il au combat, Seiji discute de la moralité et des conséquences d'être un tueur pour les mauvaises personnes.
Il, ne montrant aucune inquiétude pour ses employeurs, se lève et décide d'éliminer Seiji. Seiji se précipite vers elle, espérant porter un coup avant qu'il ne soit trop tard. Malheureusement, il le pousse du toit de l'immeuble et Seiji chute jusqu'à ce que Tom le rattrape. Bien qu'il tente de retourner sur le toit pour continuer le combat, c'est trop tard. Il et ses associés sont déjà partis avec Lisa. Dans la scène suivante, Seiji retourne discrètement à l'école pour trouver Tuko qui l'attend pour le gronder. Elle lui demande où il était, mais Seiji refuse d'expliquer. Lorsqu'elle devient insistante, Seiji répond avec une légère agressivité. Il contrôle rapidement sa colère et s'excuse pour son comportement avant de s'enfuir. Tuko retourne à l'étage et se perd dans ses pensées jusqu'à ce que son ami la rappelle, lui demandant ce qui ne va pas. Tuko explique sa dispute avec Seiji et sa peur d'être en mauvais termes avec lui. Son ami lui conseille de ne pas trop s'inquiéter et de se concentrer plutôt sur le fait de se rapprocher de Seiji. Quelques instants plus tard, Izzy, ayant survécu à l'explosion, reprend le contrôle de son corps et se rend à l'ancienne planque de Lisa. Elle découvre le téléphone de Lisa et apprend qu'il a enregistré toute la conversation entre Lisa et Il pendant leur combat. Après avoir écouté l'enregistrement, elle réalise qu'Il et Laka emmènent Lisa dans un autre royaume pour l'utiliser. Elle jette le téléphone à Tom et lui dit de se préparer pour le sauvetage de Lisa de leurs ennemis. Inconnus d'eux, Laka et Il soignent déjà les blessures de Lisa en préparation de leur test prévu sur son corps. Seiji retourne à la planque d'Izzy et y trouve Tuko. Avant qu'il puisse s'excuser, Tuko l'écarte et suggère qu'ils entrent. Seiji suit Tuko dans le sous-sol où il trouve Izzy dans son long manteau. Après un bref salut, Izzy plaque soudainement Seiji au sol et lui passe les menottes. Elle quitte ensuite la planque et monte dans un véhicule, se dirigeant vers la cachette d'Il. Après avoir repris connaissance, Seiji interroge Tom sur sa contrainte. Tom explique que les actions d'Izzy visaient à le protéger d'être capturé par le chef ennemi. Lorsque Tuko demande pourquoi elle est là, Tom lui dit qu'elle est censée apporter son soutien à Seiji. Tuko répond en promettant de rester aux côtés de Seiji où qu'il aille. Trouvant sa détermination, Seiji se libère de ses menottes, assomme Tom et annule tout le bâtiment au-dessus du sous-sol pour qu'il puisse s'échapper et localiser Lisa. Plus tard dans la nuit, Izzy et son équipe se positionnent pour intercepter un véhicule transportant Lisa de la cachette d'Il à Princess Aria. Ils arrêtent avec succès le véhicule au port. Laka, avide de combat, accueille Izzy et ses hommes pour une bataille totale contre lui-même et Il. Alors que la bataille se déroule, la princesse Aria de Serbie arrive au Japon dans son jet privé. Une des femmes de son entourage l'accueille et lui fournit un compte-rendu de la mission. Pendant ce temps, Laka atteint son apogée et libère toute son énergie accumulée pour vaincre les hommes d'Izzy. Il s'excuse pour attaquer les hommes d'Izzy par derrière. Laka déchaîne toute sa puissance et élimine rapidement toutes les forces d'Izzy. Ensuite, Izzy se faufile derrière lui et lui tire dans le visage. De l'autre côté du port, Il s'approche et élimine les hommes d'Izzy avec ses capacités de tatouage. Seiji et Tuko arrivent de manière dramatique pour empêcher Il de vaincre les forces restantes. Seiji écrase un sac de sang et active ses pouvoirs du vide. Il critique à nouveau Il pour tuer par plaisir, mais elle reste indifférente à ses cibles tant qu'elle survit. Enragé, Il attaque Seiji de toutes ses forces et le plaque contre un conteneur. Alors qu'elle s'approche lentement de lui avec son épée levée, Tom appelle Tuko pour donner à Seiji le récepteur pour un message urgent. Tuko lance le récepteur à Seiji, qui l'attrape tout en esquivant les attaques incessantes d'Il. Lorsque Seiji répond, Tom révèle rapidement la faiblesse d'Il. En tant que chat de Schrödinger, sa technique repose sur le principe d'incertitude. Pour la vaincre, Seiji doit fermer les yeux et cesser d'observer son pouvoir. Seiji suit les instructions de Tom, mais est choqué lorsque Il maintient le contrôle de ses pouvoirs et lui entaille le ventre. Inconnu de Seiji, la présence de Tuko à proximité sert d'autres observateurs, permettant à Il de maintenir ses pouvoirs. Alors que Lisa lutte avec ses menottes, Seiji, saignant abondamment, titube vers Tuko pour la protéger. Tuko, consumé par la rage, se jette sur Il et la plaque contre le mur. Les spectateurs, y compris Il elle-même, sont stupéfaits par la force inattendue de Tuko, qui repousse momentanément même le chat de Schrödinger. Malgré cela, Il prend rapidement le dessus sur Tuko, la jetant au sol. Alors qu'il se prépare à porter un coup final, Seiji subit une transformation intérieure. Guidé par une mystérieuse voix intérieure du créateur de vide, il se rend à ses pouvoirs pour sauver Tuko. Bien qu'incertain des instructions de la voix, Seiji laisse ses capacités prendre le contrôle. Voyant Il lever sa lame au-dessus de Tuko, il crée instantanément un trou qui fend le sol. Le gouffre soudain fait perdre l'équilibre à Il et Tuko, les faisant tomber dans les égouts. Seiji saute après eux, sauvant Tuko et assénant un coup dévastateur en perçant un trou dans le ventre d'Il, la rendant incapable de se battre. Il s'effondre, trop faible pour se tenir debout. Alors que Seiji se prépare à porter un coup fatal, il est soudainement arrêté par le chat d'Il. Alors qu'il tente d'engager le dialogue, la princesse Serbaria apparaît soudainement. Dans un geste choquant, elle embrasse Seiji, exprimant son admiration pour sa compatibilité avec le tatouage sans gâchette. Elle le félicite d'avoir fait pleurer quelqu'un comme Il, mais avertit que perdre davantage le contrôle de ses pouvoirs
aurait pu détruire les deux filles. Submergée de questions, Seiji ne peut que regarder Arya disparaître, emportant avec elle il blessé. Laka s'engage dans un combat intense en tête-à-tête avec Izzy, tenant étonnamment bon. Izzy évite continuellement les attaques de Laka, analysant méthodiquement son style de combat et identifiant ses faiblesses. Une fois qu'elle comprend son schéma, elle devient calme et vise le ventre de Laka avec un tir précis. La balle explosive crée une onde de choc puissante qui perturbe les capacités de manipulation de la gravité de Laka. Croyant le combat terminé, Izzy commet une erreur critique en tournant le dos à Laka. Saisissant l'opportunité, Laka sourit et active son effet de gravité, plaquant Izzy au sol. Alors qu'il s'approche pour porter un coup fatal, Lysa arrive avec son équipe et élimine Laka définitivement. Arya et Hill rejoignent ensuite Lysa et Izzy pour une brève conversation avant qu'Arya ne se retire du conflit. Avant de partir, elle révèle de manière dramatique le tatouage scellé sans gâchette, démontrant son pouvoir formidable. Elle instruit de manière cryptique Seigi de devenir plus fort en utilisant son arme disponible avant de disparaître. Lysa découvre les capacités de Seiji et devient furieuse contre Izzy pour avoir caché des informations. En conséquence, Lysa est emmenée au pénitencier pour un procès avec le général de brigade Sanders. Sa punition implique de surveiller Seiji pendant leur recherche sur les tatouages. Étonnamment, Izzy échappe à la punition et est autorisé à partir librement. Lors d'une sortie shopping, Seiji et Tuko rencontrent de manière inattendue Arya et Hill. Tuko défie audacieusement Arya à un match de ping-pong, tandis que Seigi part faire des courses. Arya accepte le défi, s'engageant dans un jeu intense. Malgré tous les efforts de Tuko, elle ne fait pas le poids face à Arya, qui non seulement la bat, mais déchire aussi dramatiquement ses vêtements. Revenant peu après, Seigi réprimande Tuko pour sa compétition bizarre. Seigi emmène ensuite Arya sur un banc et exige une explication complète. Arya révèle sa motivation principale, créer un monde de paix. Elle part ensuite, nommant Bébé, son ancien collègue, pour superviser Seiji et s'assurer qu'il ne s'écarte pas du droit chemin. Bébé accepte la mission avec détermination. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner chez Seiji, Izzy discute de la situation complexe de l'armée américaine. Elle demande à Seigi s'il rejoindra leur rang, reconnaissant le potentiel de l'Amérique à utiliser les tatouages pour la domination mondiale. Seigi déclare fermement que son allégeance n'est pas envers l'Amérique, mais envers leur camp. Izzy exprime sa gratitude et continue son repas. Pendant ce temps, Arya se réveille et monte à bord d'un hélicoptère pour sa prochaine destination en ville. Ce soir-là, Bébé rencontre Seigi pour la première fois. Percevant Bébé comme une menace, Seigi tente de l'attaquer. Bébé bat rapidement et de manière décisive Seigi, le maîtrisant efficacement pour s'assurer qu'il écoute ce que Bébé veut communiquer. Après avoir neutralisé Seigi, Bébé le charge dans son véhicule et se dirige vers une installation massive. Pendant le trajet, le téléphone de Seigi sonne avec un appel entrant d'Izzy. Bébé répond, interceptant Izzy en transit entre les immeubles de la ville. En entendant la voix de Bibi ou Blood, Izzy se fiche comme si elle était confrontée à un fantôme. Bébé converse brièvement avec elle, assurant qu'il rendra Seigi après avoir terminé sa tâche. En arrivant au grand bâtiment, Bébé réveille Seiji et explique son importance. Ils sont dans l'un des plus grands centres de recherche du royaume d'Arya, connu pour mener des expériences humaines troublantes. Lorsque Seiji demande pourquoi il devrait suivre Bébé, ce dernier révèle son passé, un ancien membre du royaume qui s'est retourné contre l'organisation après avoir découvert les pratiques de recherche inhumaines. Sa mission actuelle est de détruire complètement l'installation. Convaincu par l'explication de Bébé, Seigi utilise son pouvoir pour percer un trou dans le mur de l'installation. Alors qu'il navigue dans les chambres intérieures, Bébé commence à partager un récit captivant sur le tatouage Voidmaker, révélant des détails qu'Izzy et son partenaire, Tom, avaient précédemment omis de leur récit. Selon les archives historiques, 4 tatouages Voidmaker existent, Seiji en possédant un sur sa paume et Bébé ayant le sien sur sa langue. Correspondamment, 4 ruines soutiennent ces utilisateurs de tatouages. 3 ruines ont été découvertes et contrôlées par des nations concurrentes. L'Amérique en contrôle une, le royaume d'Arya en contrôle 2, et l'équipe Bravo est actuellement à la recherche du 4e au Japon. Simultanément, Arya, Hill et son vice-capitaine Cal descendent par un trou dans le sol dans une grotte forestière souterraine, cherchant à sécuriser la dernière ruine avant l'Amérique. Pendant leur descente, Arya caresse en plaisantant la poitrine d'Hill, ce qui pousse Cal à la réprimander et à recentrer son attention sur la mission. Bébé et Seiji rencontrent des ennemis en naviguant dans les chambres intérieures de l'installation. Bébé les neutralise sans effort, sans activer ses pouvoirs de Voidmaker, puis guide Seiji plus profondément dans l'installation. Il rencontre Monsieur Genius, dont le vrai nom est Karam, qui affiche sa folie avant de libérer des copies synthétiques scellées pour les combattre. Intrigué, Bébé interroge Karam sur ses expériences. Karam révèle froidement qu'il a utilisé des humains comme cobayes, fusionnant de force leur corps avec le noyau du tatouage pour créer des hôtes synthétiques, au pouvoir imitant ceux des véritables
utilisateurs de tatouages. En tant que mesure de contingence mortelle, il a implanté des bombes dans ses sujets de test conçus pour exploser au contact et éliminer les ennemis. BB identifie stratégiquement ces bombes, les regroupant avant de déployer ses pouvoirs. En traversant la grotte, Arya et ses subordonnés discutent de BB, le traître du royaume. Cal jure passionnément de l'écraser personnellement de ses propres mains. BB regroupe stratégiquement les ennemis et utilise ses pouvoirs du vide pour créer une fréquence artificielle qui détruit simultanément les bombes et les rend inconscients. Karam regarde avec incrédulité ses plans s'effondrer. BB l'arrête rapidement, pénétrant dans son bureau. Manisha, l'assistante de Karam, tente de protéger son maître, mais Karam empêche son sacrifice en bloquant son chemin et en suppliant BB pour obtenir sa clémence. BB les assomme néanmoins tous les deux et attend l'arrestation militaire. Après avoir terminé sa mission, BB emmène Seiji à la montagne incarnant un personnage héroïque. Pendant ce temps, dans une autre partie du Japon, Arya se déshabille et commence le processus de fusion avec la dernière ruine pour prendre le contrôle. BB rend visite à son médecin, remettant une clé USB contenant une technologie pour aider à recharger ses pouvoirs, qui récupérait plus lentement que d'habitude. Plus tard, il trouve Seiji s'entraînant au bord de la rivière et le rejoint. Il offre des conseils sur les pouvoirs du vide, conseillant à Seiji de minimiser l'échelle de son pouvoir pour maximiser son impact sur la zone affectée. Seiji comprend la leçon et continue son entraînement. Ce soir-là, Bibi rencontre Izzy qui l'attend avec une anticipation émotive. Elle l'appelle Blood et lui demande pourquoi il a quitté le programme militaire américain. Bibi écarte d'abord Izzy, mais elle l'embrasse avec insistance, suppliant pour quelque chose à quoi se raccrocher. Il révèle l'information cruciale sur les 4 ruines. Si une seule force pouvait les contrôler toutes simultanément, cette personne posséderait le pouvoir de réécrire le monde entier. Izzy le regarde avec inquiétude et le traite d'égoïste pour essayer de tout gérer seul. BB ignore son commentaire et s'en va. Des heures plus tard, BB rend visite à son médecin pour une mise à jour sur la réécriture du tatouage qu'il a demandé. Malheureusement, aucun progrès n'a été fait, obligeant BB à continuer d'attendre. Le lendemain, Tuko fait irruption dans le dojo de Seiji, vêtue seulement de sa nuisette. Elle trouve Seiji endormi par terre et s'approche inconfortablement près. Seiji se réveille, déclenchant involontairement une réaction physique à la proximité de Tuko. Assise directement sur lui, Tuko prend soudain conscience de la tension croissante et panique. Finalement, il dépasse ce moment gênant et Tuko fait promettre à Seiji de ne plus jamais la quitter. Colonel Sanders informe Seiji et Tuko de leur mission critique, infiltrer l'emplacement de la 4e ruine et la détruire avant qu'Arya et son équipe ne puissent fusionner et activer son pouvoir. Seiji confirme que Sanders a pris en compte la sécurité de Tuko et Sanders le rassure en disant qu'ils ont déjà pris en compte compter pour sa protection. Lisa présente Seiji aux membres de l'équipe bleue en soulignant l'importance du travail d'équipe. Elle fournit à Seiji des paramètres de mission détaillés pour s'assurer qu'ils comprennent pleinement l'opération. Sanders prononce un dernier discours motivant, énergisant son équipe et renforçant leur esprit combatif. Simultanément, BB subit une procédure médicale réparatrice dans le bureau de Wiseman. Pendant le traitement, ils discutent de la bataille en cours. Inquiet pour Izzy, BB demande à être retiré de la machine IRM pour se précipiter à son secours. Cependant, Wiseman conseille la patience, exhortant BB à terminer la procédure pour s'assurer qu'il peut avancer sans risquer sa vie. BB suit le conseil du médecin et se détend pour terminer le traitement. Alors que l'équipe de Sanders s'approche des montagnes, elle déchaîne un barrage de tirs de mitrailleuses sur l'emplacement de la 4e ruine. Lorsque la puissance de feu devient excessive, Seiji proteste, mais Sanders explique fermement que c'est la guerre et que Seiji doit se familiariser avec le concept de tuer. L'équipe descend de son hélicoptère d'attaque et prend des positions stratégiques pour tendre une embuscade aux ruines. Le capitaine Johnson se précipite imprudemment en avant, confrontant directement Cal, le vice-capitaine du royaume de Brahmin. Cal l'élimine rapidement, le tranchant en deux, et appelle ses subordonnés à engager les forces militaires américaines. À l'intérieur de la ruine, une soldate domestique rapporte la situation extérieure à Arya, qui est en pleine fusion avec la 4e ruine. Elle interrompt sa procédure et ordonne à Hill de sortir et de soutenir Cal en lui fournissant d'abord un renforcement de puissance. Hill obéit, reçoit l'amélioration avant de se diriger vers l'extérieur. La bataille s'intensifie. Izzy et ses collègues luttent contre les attaques dévastatrices de Cal qui tranchent l'air. Seiji tente de coincer Cal mais décide finalement de poursuivre Arya à la place. Cal l'intercepte et l'incapacite temporairement avant de retourner au combat. Le conflit s'intensifie en une guerre totale entre les subordonnés de Cal et les forces américaines. Soudain, il émerge du sol, se transformant en une bête massive et puissante. Consumé par une soif de sang incontrôlable, il détruit systématiquement les hélicoptères d'attaque. L'hélicoptère de Sanders est rapidement abattu, mais il parvient à se sauver ainsi que Tuko. Cal affronte Sanders, lançant ses attaques de tranches d'air. Sanders esquive habilement et contre-attaque avec ses propres coups de poing volants. Reconnaissant la force redoutable de Sanders, Cal s'engage dans une attaque totale. À l'intérieur de la grotte, Arya termine sa transformation. Après s'être habillée, elle caresse en riant la poitrine d'une de ses servantes
et lui ordonne de récupérer les tatouages éparpillés. Dehors, Sanders assène un coup dévastateur au ventre de Cal. En collaboration avec Izzy, il manipule la densité de l'air, piégeant momentanément Cal dans une chambre d'air. Cal s'échappe rapidement, ripostant avec des tranches de lame volantes qui sectionnent la main droite et la jambe de Sanders. La même attaque désactive complètement la main d'Izzy. Impuissant, Izzy se réfugie contre un arbre, attendant le coup fatal de Cal. Au moment où la mort semble certaine, Bébé arrive sur sa moto, choquant Sanders et Izzy avec son sauvetage inattendu. Lors de leur confrontation, Bébé découvre que tout le scénario est un piège conçu pour l'attirer vers les ruines et voler le pouvoir de son tatouage. Arya émerge et trouve CJ allongé sur le sol. Elle le soulève, le plaquant contre un mur de terre avec sa pince. Avant de l'immobiliser, elle révèle son objectif ultime, utiliser le pouvoir des 4 ruines pour réécrire le monde des tatouages et s'établir comme souveraine suprême. Sa stratégie pour Bébé est d'attendre qu'il épuise son énergie et meure, lui permettant de récupérer son tatouage sans conflit direct. Lorsque Seiji tente de protester, Arya le poignarde rapidement, le réduisant au silence. À une courte distance, Bébé confronte Cal à propos de ses sentiments, ce qui la met d'abord dans l'embarras. Cependant, il brise ses espoirs en déclarant que son cœur appartient à Izzy. Enragé, Cal tente d'éliminer Bébé d'un seul coup puissant. Bébé bloque son attaque et se prépare à riposter. Avant que la bataille n'éclate, Izzy a un flashback d'un moment intime précédent avec Bébé. Il avait examiné ses tatouages, lui demandant si elle les détestait. Izzy avait répondu qu'elle s'était habituée à utiliser des tatouages, ayant été forcée de s'adapter au fil du temps. Wiseman, ayant envoyé Bébé au combat, contemple les nanomachines qu'il a installées dans le système de Bébé, espérant qu'elles soutiendront la puissance de Bébé lors de sa confrontation avec Cal. La bataille épique commence avec Bébé et Cal échangeant des pouvoirs du vide et des trancheurs d'air. Simultanément, Lisa élimine un de ses poursuivants et vérifie l'état du colonel Sanders, découvrant qu'il s'accroche à peine à la vie. Sans hésitation, elle contacte Burns, le nommant capitaine intérimaire pendant que Sanders reçoit des soins médicaux critiques. Elle se précipite ensuite vers le combat en cours entre Bébé et Cal, curieuse de la présence inattendue de Bébé. Burns commence immédiatement à donner des ordres pour sauver les soldats restants. Il voit Hill, toujours sous sa forme de bête monstrueuse, trancher brutalement un soldat en deux. Reconnaissant le danger imminent, il ordonne une retraite complète pour éviter d'autres pertes. Il confie Tuco à Tom, lui ordonnant urgemment de l'escorter loin du champ de bataille. Alors que Tuco s'échappe de la forêt, ses pensées se tournent vers Seiji, espérant désespérément qu'il est en sécurité. Seiji lutte contre les contraintes d'Arya, incapable de se libérer. Arya le qualifie moqueusement de clé de son succès, et reste silencieuse lorsqu'il tente de la questionner davantage. Alors que Bébé et Cal poursuivent leur combat intense, Tuco retourne courageusement sur le champ de bataille pour chercher Seiji. Tom tente de la suivre, mais les effets de copie de son tatouage expirent, le laissant bloqué. Burns et Lisa se dressent comme la dernière ligne de défense contre la forme monstrueuse d'Hill. Ils se tament dans la main et s'engagent à la vaincre. Bébé parvient à trancher le katana de Cal, la poussant dans une rage. Elle déclenche son attaque ultime. Bien que Bébé esquive la plupart de ses coups, un seul impact inflige des dégâts importants à ses membres. Il se montre tout aussi impitoyable contre Burns et Lisa, utilisant toutes les attaques possibles pour les éliminer. Au moment où le duo pense avoir piégé la bête, il contre-attaque. Burns se sacrifie dans une explosion massive, sauvant la vie de Lisa. À proximité, Izzy tente de s'approcher furtivement d'Arya. Anticipant son approche, Arya attaque et crucifie Izzy en utilisant des matériaux terrestres. Simultanément, Bébé s'écrase au sol, un membre manquant. Il implore sa source de pouvoir de lui accorder assez de force pour vaincre Cal. Miraculeusement, son membre manquant se régénère instantanément. Avant de s'engager, Arya réitère ses plans à Seiji, lui conseillant de se rendre. Seiji, cependant, refuse de céder. Il crie avec défi à Arya, l'exhortant à arrêter ses plans destructeurs. Bébé et Cal s'engagent dans un deuxième round de combat, mais l'état affaibli de Bébé le laisse dans une situation de désavantage significatif. Sentant la lutte de Bébé, Seiji implore désespérément sa source de pouvoir pour obtenir de l'aide. Sa source répond, lui accordant assez de puissance pour se libérer des contraintes d'Arya. Seiji se précipite au secours de Bébé, l'aidant à vaincre Cal avec une onde de choc explosive massive. Immédiatement après la défaite de Cal, la source de Bébé commence à consommer son corps. Dans ces derniers instants, Bébé implore Seiji de le consommer pour que son pouvoir ne soit pas gaspillé. Émotionnellement bouleversé et craintif, Seiji hésite. Arya tente d'intervenir, mais Sanders arrive au moment crucial, créant une diversion qui permet à Seiji de consommer Bébé et sa source. Seiji absorbe le pouvoir, devenant légèrement plus fort. Épuisé, Seiji est allongé sur le sol, regardant fixement au loin. Alors que Tuco court vers lui, avant qu'il ne puisse appeler son nom, il apparaît soudainement et la dévore. Quelques instants plus tard, il reprend sa forme humaine et s'approche d'Arya. Reconnaissant l'accomplissement de leur mission, Arya établit une barrière protectrice autour de la 4e ruine. Seiji et son équipe échappent à Darya et sont transportés au laboratoire de Wiseman.
Seiji attend patiemment l'arrivée de Wiseman pour discuter de leurs prochaines étapes. Wiseman explique d'abord pourquoi la source d'île n'a pas pris le dessus sur son âme lors de la bataille précédente avec Arya. Avec un sourire, Wiseman s'excuse auprès de Seiji de l'avoir entraîné dans un monde si complexe et dangereux. Izzy arrive, maintenant avec un seul bras, et menace Wiseman, exigeant qu'il fasse attention ou qu'il fasse face à de graves conséquences. Gardant son calme, Wiseman félicite la force et la résilience d'Izzy. Peu impressionné par ses compliments, Izzy continue de tenir un couteau contre lui et exige de connaître le véritable objectif de Bébé. Wiseman révèle une vérité surprenante. Bébé avait toujours travaillé à détruire les tatouages et à les éliminer du monde. Cependant, il avertit que le sort malheureux de Bébé sur le champ de bataille pourrait de même attendre Seiji maintenant qu'il a hérité d'une partie du pouvoir de Bébé. Avant que leur confrontation n'escalade, Wiseman ordonne à Seiji d'entrer dans une capsule semblable à l'Animus pour qu'il puisse examiner les souvenirs de Bébé sans hésitation. Seiji entre dans l'objet Animus et commence à explorer les souvenirs de Bébé. Dans un souvenir, il voit Bébé s'entraîner avec Cal lors de son premier jour dans l'équipe Brahma. Tout en tenant tête à une épéiste expérimentée, le roi du royaume s'approche de sa fille, Arya, qui observe leur entraînement, et lui demande si elle peut faire confiance à Bébé, un ancien membre de l'armée américaine. Arya rassure son père, expliquant sachant que Bébé a fourni des secrets cruciaux sur l'armée américaine. Et même s'il cache des intentions, elle sait comment le gérer. Après avoir terminé sa séance d'entraînement avec Cal, Ajita, la capitaine des forces Brahmines, arrive et souhaite la bienvenue à Bébé dans l'équipe. Varma, un autre membre de l'équipe Brahmine, salue également personnellement Bébé. Arya apparaît ensuite et offre son propre accueil. En signe d'appréciation pour les secrets qu'il a partagés, elle offre à Bébé un tatouage sans gâchette et continue ses activités. Peu après, Bébé s'excuse et explore les plans du bâtiment dans une petite maison. En faisant des recherches, il ouvre une porte et trouve Cal en train de se changer. Il attend poliment qu'elle ait fini, puis engage la conversation. Cal donne à Bébé un bref aperçu des règles et attentes de l'équipe. Cette nuit-là, Bébé est perché sur une colline, examinant des points de vue stratégiques pour son attaque. Il opère en tant qu'agent double, visant à découvrir et détruire les secrets des tatouages scellés. En observant, il détecte un mouvement dans les buissons voisins et découvre Varma. Bébé attaque rapidement et immobilise Varma pour l'interroger. À travers un interrogatoire intense, il apprend que Varma est un espion envoyé par le roi pour surveiller les activités de sa fille. Varma, reconnaissant la véritable identité de Bébé, propose une coopération mutuelle et promet de garder son secret. Bébé interroge Varma sur les détails du palais et du centre de recherche. Soudain, Ganesha, l'une des créatures les plus redoutables d'Arya, apparaît et les attaque. Bébé crée une voie d'évasion pour Varma tout en engageant le combat avec Ganesha. Elle frappe le flanc de Bébé avec son épée terreuse, le projetant violemment à plusieurs mètres. Bébé évalue rapidement et soigne sa blessure, puis se rend au château du roi, où il trouve Varma déjà présent. Varma parle favorablement de Bébé, recommandant au roi de lui permettre de travailler ensemble. Le roi évalue les intentions de Bébé et l'accueille. Cependant, Bébé cherche d'abord des éclaircissements, révélant le complot d'Arya pour renverser le roi et s'emparer du trône. Le roi devient défensif et ordonne à Bébé de quitter sa chambre. Sur le chemin du retour vers ses quartiers, Bébé rencontre Arya qui l'invite à se joindre à elle et Cal pour une mission. Bébé entreprend sa première mission en tant qu'agent brahmine, collaborant avec Cal pour neutraliser les ennemis. Cal devient préoccupée lorsqu'elle remarque la réticence de Bébé à tuer ses anciens camarades. Bébé explique sa philosophie personnelle de ne pas tuer ni les pêcheurs ni les saints, laissant le jugement ultime à une puissance supérieure. Cal ricane avec dédain, tuant rapidement l'ennemi avec son épée avant de rentrer à l'intérieur. Le lendemain, Arya arrive à leur refuge avec Iltutmish, également connu sous le nom de chat de Schrödinger. À l'époque, il était encore assez peu raffiné, limitant ses capacités. Bébé continue sa surveillance avec Varma en gardant un profil bas. Une nuit, Bébé démontre son pouvoir à Varma et révèle leur plan pour infiltrer Samsara, la cachette d'Arya. Avant de partir, Bébé s'enquiert de la réaction défensive du roi lorsqu'il est confronté à propos d'Arya. Varma explique le profond amour du roi pour sa fille, espérant que Bébé comprenne. Bébé reconnaît cela avec compassion et encourage Varma à avoir foi en l'avenir. Soudain, Ganesha attaque à nouveau et Bébé, avec l'aide de Varma, contre-attaque et détruit son tatouage en utilisant son pouvoir de créateur de vide. Malgré sa vision qui devient floue, Bébé reste engagé dans sa mission. Il traverse un mur d'un coup de poing, entrant dans la chambre intérieure de la salle de jeu d'Arya et de sa sœur. Varma est choqué de découvrir plusieurs Arya jouant ensemble. Étonnamment, l'une des sœurs Arya présente ses frères et sœurs et propose une visite des installations. Elle les guide vers une salle de contrôle, abritant des milliers de pods contenant les clones d'Arya. Intrigué, Bébé commence à poser des questions sur les clones. Arya interrompt l'enquête et décide de partager l'histoire des clones. Il y a 35 ans, le roi du royaume a commis un meurtre de masse, exterminant tout un clan dans sa quête obsessionnelle de créer un outil puissant comme Arya. Il rassemblait de nombreuses personnes et les opérait comme des sujets de laboratoire,
tentant de générer un organisme unique tel qu'Arya. Un des objectifs de Bébé est activé et il capture plusieurs sœurs, gravant rapidement des informations cruciales sur une clé USB avant de s'échapper de l'installation. Arya découvre cela et ordonne immédiatement à Khal d'arrêter Bébé à tout prix. Khal intercepte Bébé dans les bois et tue Varma lors de leur confrontation. Bébé s'échappe et emmène Varma au roi pour confronter ses actions inhumaines. Il s'avère que lorsque le contrôle Arya a appris les crimes de son père, elle a consacré sa vie à réécrire le monde et à sauver les 3000 vies que son père impitoyable avait éliminées. Réalisant qu'il a été découvert, le père d'Arya se rend et révèle tout à Bébé. Contrairement aux attentes, Bébé jure de protéger le roi de sa fille dangereuse, reconnaissant qu'Arya est une menace bien plus importante qu'il ne le pensait initialement. Le roi fournit à contre-cœur à Bébé un chemin de fer secret, lui permettant d'atteindre la cachette d'Arya sans être détecté et de protéger la nation et son peuple. Bébé prend le train secret et arrive à un port. Là, il affronte et vainc Il avant de faire face à Khal qui l'attaque avec toute son intensité. Bébé parvient à créer une barrière entre lui et Khal tout en se précipitant vers le lieu de contrôle d'Arya. Pendant son voyage, Bébé comprend soudainement la naïveté de sa perception héroïque de lui-même. Sans avertissement, la prison intangible du capitaine enveloppe et piège Bébé complètement. Avec des instants avant d'être pulvérisé, Bébé s'échappe de la prison intangible. Contrôle Arya apparaît peu après, tirant un rayon laser de vide sur un navire en partance, manquant de peu sa cible. Elle ordonne à Khal de trouver et d'éliminer Bébé par tous les moyens nécessaires. Bébé émerge dans l'eau, s'accrochant au navire pour continuer son voyage. Après avoir vécu ce souvenir, Seji se retrouve dans les limbes avec Bébé. Émotionnellement, il exprime le chemin difficile qui l'attend. Bébé répond calmement, assurant à Seji qu'il le soutiendra à chaque étape. Des mois plus tard, les anciens membres de l'équipe bleue vivent maintenant dans les bois, isolés des forces d'Arya. En pêchant, Izzy et un Segi, désormais beaucoup plus fort, discutent de Bébé, de la princesse et de Wiseman. Izzy exprime son inquiétude quant à la possible trahison de Wiseman, mais Segi l'encourage à ne pas s'inquiéter, affirmant qu'il a tout sous contrôle. Il attrape ensuite un poisson énorme et retourne à leur terrain d'entraînement. Ce soir-là, après l'entraînement, Seji et les membres restants de l'équipe bleue consomment un repas inhabituel riche en protéines. Izzy se plaint de manger des vers, ce qui pousse Tama à lui en mettre quelques-uns dans la bouche de manière ludique. Izzy réagit en l'attaquant de frustration. Après leur repas, Seji et son équipe s'entraînent dans les bois. Cette fois, Seji surpasse tout le monde, complétant l'entraînement exceptionnellement bien. À leur retour, Izzy reçoit un appel du QG révélant que leur emplacement a été découvert par Arya et ses forces. Elle trouve un CD intitulé Lettres et l'apporte au QG pour analyse. Le lendemain, Seiji et Izzy arrivent au QG pour examiner le contenu du CD. Wiseman tente de les décourager de regarder la vidéo, mais Seiji exige qu'ils cessent d'interférer et leur permettent de la visionner. Après avoir visionné la vidéo, ils découvrent qu'Arya garde Lysa en vie et prévoit d'envahir le Grand Canyon en Amérique pour prendre le contrôle de la 4e ruine. Seiji exhorte Wiseman à mobiliser leurs forces pour arrêter Arya. Cependant, Wiseman conseille d'attendre que le virus qu'il a implanté dans le tatouage de Seiji s'active complètement. Sa stratégie est de laisser Arya potentiellement s'emparer de la ruine, et lorsqu'elle essaiera d'utiliser le tatouage de Seiji pour la libérer, le virus sabotera tout et détruira à la fois Arya et la ruine. Seiji continue de discuter, mais Wiseman le défie de considérer l'approche de Bébé. À ce moment, Izzy prend la défense de Bébé, affirmant qu'il se précipiterait immédiatement pour sauver Lysa sans hésitation. Elle pointe son arme sur Wiseman, exigeant qu'il mobilise les troupes américaines pour sauver Lysa avant qu'Arya ne puisse la tuer. Wiseman cède finalement à sa demande et leur ordonne de se préparer pour le départ vers l'Amérique. Pendant que l'équipe se prépare, Tama rend visite à Yumi, qui travaille comme cosplayeuse pour une entreprise de manga. Il la trouve parmi ses collègues et lui promet de l'épouser s'il revient d'Amérique. Yumi devient anxieuse face aux dangers potentiels qu'il pourrait rencontrer à l'étranger, mais Tama la rassure, l'exhortant à attendre que son héros sauve le monde. L'équipe bleue s'envole vers le Grand Canyon pour rejoindre Sanders et ses forces. Un soir, lors d'une patrouille de routine, Ajita, le capitaine du groupe Brahmin, apparaît et menace de détruire l'équipe de Sanders. Quelques minutes après son arrivée, Izzy et son équipe engagent le combat. Seiji ouvre un chemin à travers les ravins et rencontre Laka et son partenaire. En observant Laka et son partenaire décimer les soldats, Seiji et son équipe réalisent qu'ils doivent agir rapidement. Izzy saute d'une colline et attaque le partenaire de Laka, se choquant en découvrant que c'est Lysa. Tama sauve des soldats d'une destruction totale, assommant ceux qui se plaignent. Il confronte Lysa, se présentant avant d'être interrompu par son partenaire prolixe. Les deux échangent des insultes virulentes avant de se battre. Izzy bat Lysa et attaque le bavard Laka, devenant plus sérieuse que d'habitude et promettant d'infliger des dégâts importants. Seigi localise la ruine dans le canyon et utilise son Voidmaker pour percer dans la grotte souterraine, descendant à son emplacement. Il rencontre Khal et engage le combat, apprenant que la princesse est déjà à l'intérieur de la ruine.
Cal l'informe que détruire la ruine est presque impossible. Seiji permet à un fragment de la source de bébé de prendre le contrôle, permettant à son corps de se régénérer après des attaques dévastatrices. Il lance des remarques désobligeantes à Cal et commence à se battre. Simultanément, Tama utilise son pouvoir scellé pour augmenter sa force tout en combattant l'un des partenaires de Laka. Izzy tient bon face à Laka, se retrouvant piégée avec ses coéquipiers, Lawrence et Tony. Elle donne rapidement des ordres et se précipite pour affronter Lisa. Laka bat brutalement Tony et Lawrence. Izzy brise les épées de Lisa et retire de force le chat de Schrödinger de son corps. Après sa victoire, elle entend les cris agonisants de Lawrence et Tony alors que Laka utilise des fils de fer pour trancher leurs entrailles. Laka élimine Lawrence et se prépare à abattre Tony. Izzy intervient, tirant une balle venimeuse qui empoisonne Laka. Dans une autre partie du champ de bataille, Tama plaque l'un des partenaires de Laka contre le mur. La femme crée des épines internes, s'entourant avec elle. Alors que Tama renforce ses muscles pour l'achever, Izzy lance Laka sur la femme. Tama finit par éliminer les deux adversaires. Seiji continue son combat contre Cal, subissant des blessures tout au long du combat. Lors d'une pause momentanée, il interroge Cal sur son soutien à la quête d'Arya pour devenir une divinité. Cal explique la connexion complexe entre Arya et ses sœurs, soulignant que l'ascension d'Arya leur apporterait des avantages sans précédent. Après son explication, Seiji réalise qu'Arya finira par se perdre si elle réussit. Il ressent une profonde sympathie pour elle. Alors que Cal charge, Seiji l'arrête, déclarant qu'il ne permettra jamais à Arya de triompher de l'humanité. Il vole une de ses épées et l'utilise contre elle. Cal décide de libérer tout son potentiel. Elle se déshabille partiellement, remerciant Seiji pour l'opportunité d'utiliser son attaque la plus puissante. Prenant sa position, elle défie Seiji de l'approcher. Seiji prend une profonde inspiration et fonce en avant. Il endure plusieurs des coups puissants de Cal, permettant à Lame de B pour le guider à travers la bataille. Lorsqu'il voit enfin une ouverture, Seiji assène un coup décisif qui met Cal KO dans ses derniers instants avant de perdre connaissance. Cal voit bébé et le maudit d'être si distant d'elle. Quelques instants plus tard, Arya apparaît complètement transformée. Ayant absorbé le pouvoir complet de la ruine, Seiji comprend que tout ce pourquoi il s'est entraîné culmine dans cette confrontation. Il concentre l'énergie du vide et lance des décharges sur Arya. Cependant, Arya, ayant maîtrisé le contrôle de l'énergie de fusion pure, esquive gracieusement et contre toutes les attaques de Seiji. Arya domine le combat, laissant Seiji sur la défensive sans aucune possibilité de contre-attaquer. Quand le moment est venu, elle étend son pouvoir pour former un géant, tout en donnant une leçon sur la psychologie de la faiblesse et de la force. Pendant ce temps, son capitaine d'équipe Agita, perdant la bataille aérienne avec les hélicoptères, décide de s'auto-détruire. Il agrandit son sceau en une forme massive, créant un énorme cratère qui menace de détruire tout le monde présent. Izzy et les membres restants de l'équipe attendent que l'explosion se calme. En descendant dans le cratère, il trouve Sanders allongé près d'un mur. Après avoir confirmé sa sécurité, il se précipite d'urgence vers Seiji, espérant le sauver avant qu'Arya ne puisse le détruire complètement. Pendant sa course, Izzy jette un coup d'œil à la photo de sa famille, souhaitant ne jamais avoir à retourner à l'endroit où elle a tout perdu. Pourtant, elle reconnaît que le devoir l'appelle et que sa seule option est de l'accepter et de sauver le seul espoir du monde, Seiji. Seiji lutte contre le pouvoir écrasant d'Arya, tout en lui faisant la leçon sur l'altruisme et l'abnégation. Elle lui transperce le ventre et lui poignarde le dos avec des pinces de terre. Elle décrit les humains comme une espèce infectieuse, affirmant qu'elle purifie le monde de cette infection. Arya crée un trou dans le sol et frappe Seiji pour le faire descendre au niveau inférieur. Izzy, Tom et Tama arrivent immédiatement, s'occupant des blessures de Seiji. Seiji implore désespérément ses collègues de le laisser venger la mort de Tuco, mais Izzy et Tama refusent de permettre des actions irréfléchies. Ils laissent Seiji avec Tom et confrontent directement la princesse. Tom porte Seiji au colonel Sanders pour demander de l'aide. Arya est assise calmement sur son trône, attaquant Tama et Izzy. Izzy parvient à jeter Arya de son trône, mais la victoire est de courte durée. Gravement blessé, Izzy perd connaissance. Arya subit une légère blessure à la main, ce qui l'irrite tellement qu'elle fait s'effondrer toute la grotte pour tuer Izzy et Tama. Après s'être occupée d'eux, Arya flotte à la surface et confronte Sanders et ses hélicoptères. À l'intérieur de l'hélicoptère, Sanders informe ses hommes d'un dispositif nucléaire qu'il a placé dans le Grand Canyon. Il les prépare au sacrifice ultime pour empêcher Arya d'atteindre ses objectifs. Sanders appuie sur le bouton d'activation nucléaire, mais rien ne se passe. Il perd son sang-froid, hurlant hystériquement dans l'hélicoptère. Frustré par la situation, Seiji saute de l'hélicoptère, attrapant Izzy pendant sa descente. Alors qu'il tombe, Arya matérialise sa source en un gigantesque Megazord, tentant de consommer Seiji en plein vol avec l'une de ses têtes. Cependant, la source de Seiji traverse la bouche, sauvant à la fois lui-même et Izzy. Wiseman, observant de tout sur son grand écran, active le virus qu'il avait glissé auparavant dans la boisson de Seiji. Le virus empoisonne le Megazord d'Arya, incitant Seiji à matérialiser sa propre source et à se transformer en Megazord. Alors que Seiji se transforme, le poison commence à affecter Arya et ses sœurs à travers la connexion établie
lorsqu'elle l'a embrassé plus tôt. Malgré le poison, le Megazord d'Arya parvient toujours à dévaster le Megazord de Seigi. Pendant la raclée, Seigi entre en transe, réalisant à quel point la bataille se passe mal. Tom lui crie, l'exhortant à se lever et à se battre pour les 7 milliards de personnes dont les espoirs et les souhaits dépendent de lui. Motivé par les mots de Tom, Seigi se ressaisit et brise la mâchoire du Megazord d'Arya. Simultanément, Izzy se réveille en transe et trouve bébé à proximité. Elle court vers lui, cherchant du réconfort, et l'embrasse. Seaji reprend le contrôle de son Megazord. Renversant le cours de la bataille, il s'excuse auprès de tous ceux qu'il a trahis, y compris Tuco, et demande leur force pour cette confrontation finale. Dans un mouvement fluide, il bat systématiquement chaque centimètre du Megazord d'Arya. Pendant ce temps, la sœur aînée manipule les systèmes, absorbant les maux de tête de toutes ses sœurs pour les sauver. Seiji continue de marteler Arya et son Megazord, infligeant des coups implacables jusqu'à son coup final. Avec le sort du monde en jeu, Seiji fait son ultime pas vers la victoire, réduisant le Megazord d'Arya en complète oblivion. Le champ de bataille tombe silencieux alors que tout le monde attend les conséquences de la bataille. Alors que la poussière retombe, les forces américaines voient Deji comme le seul survivant. Ils éclatent en chant du nom de leur pays, offrant un cri de victoire pour commémorer Segi, le héros qui a sauvé leur nation d'une destruction imminente. Sanders, submergé par les événements, perd complètement la tête et devient définitivement déséquilibré.